J'ai failli tomber, mais je pense que je n'avais pas de crainte à avoir, même si l'accès direct n'est pas encore acquis. Madame la Présidente, je voudrais vous remercier de m'avoir invité à participer à vos réflexions sur un sujet très prospectif et d'avenir, la question de l'accès direct. Je voudrais aussi saluer François Ménien et d'autres vieux, je ne vais pas dire vieux, mais âgés comme moi, avec qui j'ai eu l'honneur d'initier en 1998 un ensemble de propositions que j'ai eu la curiosité de relire il y a quelques jours. Vous m'en avez donné l'occasion. Et en relisant ces propositions qui étaient assez sobres, puisque c'était 17 pages, qui avaient le mérite de la concision, et qu'on pouvait finalement réunir sous quelques principes: l'autonomie des professions paramédicales dans leur domaine de compétences, la responsabilité et la déontologie qui impliquent évidemment le principe d'efficience, et la reconnaissance professionnelle au service des patients. Je pense que ces principes, aujourd'hui, je ne les renierai, je pense vous non plus, certainement pas. En regardant plus précisément les propositions qui étaient contenues dans ce rapport, puisque était proposée la suppression, enfin la réforme de la prescription médicale et l'abandon de la prescription quantitative et qualitative, était proposée la création du bilan diagnostic de massokinésithérapie, était proposée la reconnaissance d'un droit de prescription propre aux kinésithérapeutes, était également proposée la création de votre ordre qui, évidemment, a donné lieu à quelques combats épiques. J'avoue tirer quelques fiertés d'avoir contribué d'une certaine manière à une évolution qui reflète les progrès de votre profession dans la construction de son identité et dans l'ouverture de perspectives nouvelles pour une meilleure prise en charge des patients. Alors évidemment, 1998, il a fallu, je pense, une quinzaine d'années pour que l'essentiel des propositions soient mises en œuvre. Je formule le vœu, enfin en tout cas pour vous et pour nous, que les voies nouvelles que vous ouvrez aujourd'hui ne nécessitent pas autant de temps pour trouver à se concrétiser. Depuis ces périodes assez anciennes que j'évoque, j'avoue n'avoir pas suivi de très près les transformations importantes qu'ont connues votre secteur, ainsi que les conditions de votre exercice. C'est pourquoi, vous m'en pardonnerez, ma réflexion restera nécessairement assez générale et se nourrira des travaux conduits dans le cadre du Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie que je préside aujourd'hui. Un tout petit mot de ce qu'est ce Haut Conseil, enfin que je pense tout le monde ne connaît pas. C'est une commission, un conseil dans lequel sont représentés l'ensemble des parties prenantes de notre système de santé, aussi bien les professionnels que les établissements, enfin leurs représentants, que les usagers, l'assurance maladie obligatoire et complémentaire, l'État, les industriels de santé, des parlementaires et bien sûr les administrations compétentes. Donc les travaux de ce Haut Conseil ont le mérite d'associer tout le monde et s'efforcent à la fois de fabriquer une forme de consensus sur des diagnostics, mais aussi d'ouvrir quelques réflexions prospectives. Et c'est la tâche à laquelle le HCAM s'est attelé depuis quelques années, en particulier depuis le rapport qu'il a produit en 2016, qui portait sur le thème de l'innovation dans le système de santé. L'ensemble des membres du Haut Conseil ont considéré que, certes, l'innovation qu'on évoque le plus souvent est technologique, mais qu'en réalité, dans notre système, c'est surtout l'innovation dans l'organisation, et c'est bien de ça qu'il est aujourd'hui question, qui importe. Et cette innovation dans l'organisation nous amène à nous interroger
à la fois sur ce que nous imaginons devoir être notre système à un horizon d'une quinzaine d'années, et aussi à nous interroger sur l'évolution des diverses professions qui le composent. Que retenir d'essentiel des pistes qui ont été ouvertes par le HCAM et sur lesquelles nous travaillons aujourd'hui? Tout d'abord, la conviction que nous sommes aujourd'hui dans la nécessité de concevoir sans doute une véritable révolution dans l'organisation de notre système de santé, comparable sans doute dans son ampleur à celle qui a suivi au début des années 60 la réforme dite Debré, qui, je le rappelle, était centrée sur la transformation des études médicales et la création des centres hospitalo-universitaires. Je pense qu'il n'est pas inutile, et même sans doute très important, de souligner que cette véritable révolution qu'a connue notre système de santé à l'époque, qui visait à faire entrer la démarche scientifique dans le système lui-même, en particulier dans les centres hospitaliers, s'est d'abord appuyée sur une réforme de la formation des médecins à l'époque, et elle a pris appui sur une profonde réorganisation des structures de distribution des soins, en s'appuyant et en constituant à travers les centres hospitaliers régionaux des lieux de convergence entre la formation, la recherche et le soin, propice à promouvoir une forte innovation. À l'époque, il s'agissait d'intégrer l'innovation qu'on voyait, qu'on pouvait voir dans d'autres pays, notamment aux États-Unis. Et puis, il s'agissait aussi de créer en notre propre système les ressources propres à produire de nouvelles innovations. Et on peut que saluer la réussite et les grandes réussites qui ont suivi cette réforme. Aujourd'hui, il est évident que ce ne sont pas seulement les médecins, mais un ensemble de professions médicales, paramédicales, voire sociales, nombreuses, fortement différenciées, mais dont les activités sont solidaires, qui sont les parties prenantes de la transformation du système de santé qu'il nous faut à présent réussir. Je pense qu'on peut s'inspirer des exemples anciens, même s'il ne s'agit pas de les reproduire, pour penser que la formation et la recherche doivent être au cœur de cette transformation et qu'il faut être capable d'en penser l'évolution en même temps que l'on pense l'évolution de l'organisation des soins et des conditions de dispensation des soins. Et je pense que c'est ça, évidemment, la difficulté aujourd'hui pour nous, que de conduire de manière cohérente et simultanée des chantiers dans ces diverses dimensions, et qui plus est, des chantiers qui concernent un ensemble très divers de professions, alors qu'on le sait bien, notre organisation administrative, notre organisation professionnelle produit plutôt du cloisonnement, de la segmentation dans les approches qui évidemment ne nous aident pas à penser de façon cohérente une forme de globalité. Alors, ceci a conduit le HCAM à poser quelques orientations qui ne lui sont pas propres, d'ailleurs fort heureusement, et qui trouvent aujourd'hui leur traduction dans un certain nombre de chantiers qui avancent, je pense, fort heureusement. Orientation qui vise à articuler l'évolution des formations dans un cadre commun qui doit nécessairement être universitaire à notre sens, qui doit permettre donc dans un ensemble diversifié mais cohérent des productions d'expertise professionnelle, de savoir, je dirais, appuyer sur, je ne peux pas dire la médecine d'épreuve, en tout cas sur l'évaluation des pratiques et des résultats, et qui concerne l'ensemble des professionnels avec, j'écoutais dans la table ronde précédente, évidemment, des positionnements différents et des savoirs différenciés et dont il faut accepter, je pense, la différenciation qui ne peut qu'être une richesse. Le deuxième axe sur lequel il faut évidemment travailler, c'est celui des
l'évolution des compétences et des métiers, et à cet égard, le HCAM appuie toutes les évolutions qui vont dans le sens d'une définition de mission, plus que de description, je dirais, peut-être un peu protectionniste ou protectrice d'actes ou de compétences identifiées par des actes qui forcément ne peuvent être que dépassés au fil du temps par l'évolution des connaissances et des techniques. Le HCAM prône également une réflexion sur la transformation des pratiques, des parcours professionnels et des conditions d'exercice. Et je pense que la question de l'accès direct nous met au cœur de ce débat-là, qui, je pense, témoigne que nous ne ferons pas l'économie d'une réflexion qui de fait s'organise, enfin cette journée en témoigne, sur économie de la réflexion sur la place respective des diverses professions dans la prise en charge des patients qui forcément évoluent enfin, dans les faits, mais nous savons bien que nous avons du mal et souvent quelques retards dans la mise en adéquation des textes et des cadres juridiques avec ce qui se pratique. Je pense par exemple au sujet dit, enfin moi j'aime pas le terme de délégation de tâches, mais enfin appelons-le comme cela, où l'on voit bien qu'on est rentré dans un processus très compliqué de dérogation, alors même que, on l'évoquait tout à l'heure, dans la pratique notamment hospitalière, ce sont des pratiques qui sont quotidiennes. Donc je pense que là, sans doute, nous sommes extrêmement frileux et nous manquons beaucoup d'imagination pour voilà, essayer d'avancer aussi vite que l'évolution des pratiques professionnelles le permettrait. Je pense que donc un chantier nouveau est ouvert, mais qui suppose aussi que les différentes professions puissent se définir ou définir leur projet professionnel ou leur positionnement par rapport à un objectif commun ou une vision commune. À cet égard, je voudrais évoquer la façon dont le Haut Conseil aujourd'hui travaille de façon prospective sur la question de l'évolution de l'organisation du système de santé, ce qu'il est convenu d'appeler le virage ambulatoire. Pour le HCAM, l'enjeu à moyen terme est de résister à la tendance, je dirais, continue, enfin, et assez naturelle de notre système de santé vers toujours plus de concentration, vers de gros établissements réunissant des moyens techniques et humains de plus en plus importants. Et il nous semble que la gageure que nous devons tenir, c'est à la fois de concentrer sans doute encore davantage certains moyens qu'ils nécessitent pour des raisons d'efficacité ou de qualité, mais aussi, dans le même temps, ce que les évolutions techniques et l'évolution de la demande des patients exigent et rend possible, de construire, enfin de consolider même sans doute de développer une première ligne de prise en charge de la population dont la finalité devrait être en premier lieu la prise en charge des personnes âgées, la prise en charge courante d'un certain nombre de patients chroniques et le traitement des urgences de premier niveau, en particulier des urgences non vitales, ainsi que les activités de prévention et de promotion de la santé. À notre point de vue, enfin au point de vue du HCAM, ont vocation à intégrer cette première ligne les acteurs des soins primaires dont vous êtes, bien évidemment, les hôpitaux de proximité, une partie de la médecine spécialisée, une partie, sans doute l'essentiel, des services des soins de suite et de réadaptation, ainsi que les EHPAD, selon des modalités et des formes d'organisation qui restent sans doute largement aujourd'hui à construire. Car si nous voulons opérer le virage ambulatoire, c'est-à-dire une forme de bascule ramenant l'essentiel du centre de gravité du système de santé dans cette prise en charge en ambulatoire et à domicile, évidemment, il faut une plus grande structuration de ce niveau même de prise en charge. Votre réflexion sur l'accès direct aux kinésithérapeutes me semble pouvoir et devoir s'inscrire dans cette perspective. Et évidemment,
Et l'évolution de votre profession le permet, je pense. Vous avez évoqué, je ne redirai pas plus mal que d'autres l'ont dit, toutes les potentialités qu'offre le développement d'une expertise kinésithérapique, je pense que c'est le mot, et au cœur de laquelle, je pense, se trouve la question, enfin, pour notre sujet, des capacités de diagnostic différentiel, sans lesquelles, me semble-t-il, l'accès direct n'est pas acceptable. Et donc nous retrouvons là les questions que j'évoquais du développement de la formation, du développement de référentiels auditables, de connaissances fondées sur une expertise prouvée. J'adhère tout à fait aussi à ce que j'ai entendu sur la nécessité d'une approche assez prudente, identifiant des situations, des circonstances, des lieux où il soit possible, ou des types d'actes pour lesquels il soit possible et légitime, comme vous le proposez, d'avancer et d'évaluer ce que pourrait donner un accès direct au kinésithérapeute, à la fois en termes de qualité de prise en charge pour les patients, et aussi du point de vue des conséquences financières, évidemment, qu'il faut prendre en compte pour les payeurs que sont les assureurs de base et complémentaires. Je pense aussi que cette évolution, elle renvoie au principe qu'on avait déjà beaucoup discuté à la fin des années 90, principe de transparence et de responsabilité qui, je pense, peuvent s'appuyer sur les acquis que constitue aujourd'hui le bilan de massokinésithérapie qui, je veux le rappeler, en tout cas dans l'esprit, dans mon esprit et dans l'esprit, je pense, des propositions faites à l'époque, était au cœur était une expression de l'expertise professionnelle, mais aussi une expression de la responsabilité professionnelle et de l'échange avec le patient, puisque dans notre esprit, c'était aussi un outil qui devait, de façon privilégiée, permettre le dialogue entre le professionnel et le patient et une discussion autour des moyens mis en œuvre et des résultats obtenus. Évidemment, l'évaluation, et vous l'avez évoqué, des bénéfices sanitaires et des conséquences économiques est nécessaire. Je voudrais terminer ce tour d'horizon pour dire que je pense qu'il y a que vous disposez de beaucoup d'atouts pour poursuivre ces évolutions. Tout ce qui a été construit en termes d'évolution dans le champ de la formation, de l'expertise. Je pense qu'il faut aussi prendre en compte des éléments de contexte. J'entendais tout à l'heure évoquer la problématique de la rareté du temps médical qui justifierait ou favoriserait le développement d'activités paramédicales en substitution. Je voudrais appeler votre attention sur le fait que, certes, aujourd'hui, la démographie médicale est relativement stable, cependant que la démographie des professions paramédicales, et particulièrement de l'ensemble des professions de la rééducation, est remarquablement dynamique. Nous savons d'ores et déjà qu'à un horizon de 5 années à peu près, donc c'est très proche, la démographie médicale retrouvera un train de croissance qui sera relativement important. Donc le contexte démographique dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui va certainement beaucoup changer à un horizon d'une dizaine d'années. Ce qui ne veut pas dire pour autant que cette nouvelle abondance de professionnels nous permette de répondre de manière satisfaisante aux besoins de la population, notamment aux besoins liés au vieillissement. Mais en tout cas, il nous impose de réfléchir dès aujourd'hui et d'anticiper, et donc de réfléchir à des formes d'organisation interprofessionnelle et d'articulation de l'intervention des professions dans les territoires qui permettent de répondre demain de manière adaptée aux besoins qui vont se faire jour. Et je voudrais terminer sur ce point en disant que l'accès direct peut être vu comme un droit, comme la reconnaissance finalement d'une expertise
professionnel, c'est aussi s'il se développe, enfin, ou s'il trouve à s'appliquer plus largement que dans les cas d'urgence qui sont aujourd'hui acquis. Je pense que c'est aussi un droit qui impose à la profession des responsabilités en termes d'organisation qui ne peut se penser que dans un cadre interprofessionnel, interdisciplinaire, d'organisation qui suppose aussi que l'on réponde à la problématique de l'accessibilité et de la réponse aux besoins en tout point du territoire, sur toutes les dimensions qu'on voit se développer dans votre champ, prise en charge qu'on évoquait, des suites de chirurgie qui évidemment vont se développer compte tenu de l'évolution des techniques médicales, prise en charge dans le cadre des AVC, mais aussi prise en charge des personnes âgées à domicile, et prise en charge donc aussi des populations d'enfants pour lesquelles il faut pouvoir répondre aussi bien dans un certain nombre de cas d'urgence, de cas simples, mais aussi dans les situations plus lourdes et plus complexes. Je vous remercie de votre attention.